Je rappelle donc qu'il y a 1 heure qui va être passée, non pas, ça va pas être une seule personne qui prend la parole, mais ça va être un trio, voire un quatuor. Je ne sais pas s'ils chanteront, mais nous avons 3 personnes au moins sur la question des conditions d'emploi des directeurs d'exploitation et directeurs d'ateliers technologiques. Vous avez, dans un premier temps, Isabelle de Franqueville, qui est la sous-directrice des établissements des dotations et des compétences, qui devrait être accompagnée de Cédric, j'y arriverai, Montesinos, qui est adjoint à la sous-direction de la gestion des carrières, qui vient du secrétariat général du ministère. Et puis, il y a Dominique Didlot, qui a ce regard un peu sur les bases de données et toutes ces choses-là, qui pourra ajouter quelque chose. S'ajouteront peut-être, pour répondre aux questions ultérieurement, Laurence Perse-Philippou et j'ai oublié Madame Bouchu. Je vous remercie. Alors, d'abord, je suis désolé parce que, évidemment, souvent au SRH, nous y sommes habitués, nous répondons à des questions qui correspondent à des problèmes. Donc, le but, c'est que nous puissions y apporter des réponses. J'ai été interrogé sur des problèmes de versement de CET. A priori, effectivement, il pourrait y avoir des problèmes de versement de CET qui concerneraient essentiellement des agents issus du corps des IAE pour lesquels on a un peu de retard sur ce sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de saisir vos gestionnaires à proximité si tel est le cas, qui feront remonter au bureau de gestion et peut-être en me mettant en copie à moi-même les difficultés si vous n'avez pas perçu les CET, enfin les monétisations de CET pour cette année 2020. Sinon, on n'a pas, à notre connaissance, de problème de retard, mais s'il y en avait, merci de nous le faire savoir. Nous avons aussi été interrogés sur l'IRE des DEA-DAT. On nous indique que certains ne l'auraient pas touché depuis janvier 2020. Alors, il faut distinguer 2 choses. Les agents qui appartiennent encore une fois au corps des IAE, qui donc ont basculé au RIFSEP et pour lesquels, évidemment, l'IRE n'apparaît plus puisque le RIFSEP est exclusif de toute autre indemnité. Et en l'occurrence, l'IRE n'est plus versé, mais c'est le RIFSEP qui est payé. Donc, ça n'apparaît plus comme tel sur le bulletin de paie, mais en tout cas, il y a bien une indemnité qui est versée à ces agents. Pour les agents qui appartiennent au corps des personnels d'enseignement et d'éducation, qui doivent être tout de même assez rares pour les personnels d'éducation, on a eu des petits soucis, comme vous le savez, au moment du premier confinement, puisqu'on a reconduit la paie du mois de mars, donc sur la paie du mois d'avril, ce qui ne nous a pas permis de verser l'IRE. En revanche, cette IRE a été versée en mai et ou en juin. Donc, il y a eu un léger décalage à ce moment-là, mais en tout cas, elle a bien été versée. Si jamais certains d'entre vous estiment qu'ils n'ont pas perçu leur IRE, hein, donc vérifiez bien les bulletins de salaire, il faut nous l'indiquer sur une boîte mail hein, qu'on pourra vous donner à l'issue de la réunion, mais je vais vous l'épeler, là c'est quand même bprem, donc bprem.sdcar, sdcar.srh.sg, beaucoup de points, @agriculture.gouv.fr. Donc, bon, a priori pour nous, on n'a pas de sujet là-dessus. Madame de Franqueville, je ne sais pas si vous nous entendez. Il faut reconnaître que la conversation avec Montesinos est très difficile. Ce que je suggérerais éventuellement, est-ce que vous prendriez la parole quelques minutes et je suggérerais à Monsieur Montesinos de se déconnecter et de se remettre. D'accord. Peut-être que ça passera un peu mieux pour que vous ayez le temps, vous aussi, d'intervenir, parce que je crois que votre temps est bien compté aussi. Allô. Alors, très bien, merci beaucoup. Simplement, donc, je vous propose peut-être là pour le coup de faire la petite présentation puisqu'on avait un diaporama. Si vous voulez bien l'illustrer, je vais tout de suite passer à une petite synthèse sur le plan d'action en faveur des directeurs d'exploitation agricole et d'ateliers technologiques. Simplement pour rappeler effectivement les principales dates. Donc, pour mémoire, il y avait eu des travaux préparatoires en 2016
qui ont conduit à débuter des travaux à l'automne 2017. Donc, plusieurs axes, l'environnement de travail des DEA-DAT, 3 axes, hein, la carrière ensuite des DEA-DAT, et puis le 3e axe, c'était les aspects indemnitaires. Donc, les actions ont été conduites sur les années scolaires 2017, 2018, 2018 et 2019. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a 70% des actions qui ont été réalisées dans le cadre de l'année scolaire 2017-2018. Il y avait au départ, en fait, 27 actions qui étaient prévues initialement dans ce plan d'action. Effectivement, donc je disais qu'il y avait 27 actions, mais il y en a 5 qui n'ont pas pu être traitées, soit parce qu'elles étaient devenues sans objet. Par exemple, il était prévu la création d'une indemnité pour mission particulière, mais qui est tombée avec la mise en place de l'IRE, soit parce que c'était hors champ du plan d'action. Par exemple, le statut des directeurs. Donc, sur ces 22 actions qui ont été traitées, mais sur lesquelles on pourra revenir hein, si vous avez des questions, je peux vous les présenter. Il y a un comité de suivi qui s'est mis en place pour s'assurer effectivement de leur mise en œuvre effective, et on a un état des lieux par production qui est attendu sur cet état des lieux. Alors, je vous propose d'aller sur la diapositive suivante pour brosser rapidement les actions qui ont été mises en œuvre. Donc, sur l'action relative à l'actualisation de la note de service du 25 juin 2001 sur les fonctions et les missions des EA et AT, il y a bien une publication en date du 26 juillet 2018. Donc, c'est fait. On a également actualisé le guide sur le pilotage de l'utilisation pédagogique des exploitations agricoles et des ateliers technologiques. Donc ça a été présenté lors du comité de suivi en février 2019. Alors, ensuite, sur la rédaction d'un guide pratique sur les missions, donc c'est en ligne sur le site internet. Et il y a une mise à jour régulière avec des travaux qui sont programmés en 2020 pour la partie présentation de ce guide. Sur l'intervention auprès des DDT et des DRAF, pour les sensibiliser sur justement les exploitations agricoles et les ateliers technologiques. Bon, c'est en lien un peu avec le guide des administrateurs des EPLEFPA. Il y a eu une intervention du directeur général en novembre 2018 et une publication annuelle du guide des administrateurs et une diffusion depuis 2018 de ce guide des administrateurs. S'appuyer sur le réseau des animateurs des exploitations agricoles et des ateliers technologiques. Ce qu'on peut retenir, c'est que depuis le 1er janvier 2018, il y a la mise en place d'une décharge qui a augmenté dans le temps pour coordonner le réseau et l'animer. Il y a également un correspondant de la DGER pour les sujets régionaux et disons que la coordination des différents réseaux d'encadrement se structure en faisant participer un représentant des autres réseaux lors des réunions importantes, de manière notamment à être informé des initiatives. Donc là, je laisserai la parole ensuite à Sdrissi hein, sur ces sujets particuliers. Et puis, nous avons également publié le rapport d'inspection sur la situation financière des exploitations agricoles et des ateliers technologiques des EPLEFPA. Alors là, effectivement, vous avez une publication, c'est en ligne sur le site Chlorophylle et sur la page dédiée aux exploitations agricoles et aux ateliers technologiques. Voilà, sur les premières actions. Ensuite, nous avions, si vous allez sur la diapositive suivante, promouvoir la réalisation d'un diagnostic de tous les acteurs locaux et encourager les méthodes de diagnostic. Ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a des actions de formation qui sont en place depuis 2017. Voilà, donc je ne vais pas toutes les citer parce que je voudrais passer assez rapidement sur l'analyse financière et puis sur l'aide aux établissements en difficulté financière, mais il y a tout un tas d'actions de formation qui sont en place ou des journées ou des stages portant sur ces thématiques. Ensuite, sur les formations généralistes Cocquenel et la comptabilité analytique, budget de gestion,
C'est un point important. Ce qu'on peut signaler, c'est que ces formations sont mises en œuvre depuis 2018 dans le cadre du Programme national de formation. Donc ça, c'est un point important et ça a été mis en œuvre. Alors, un point qui pour nous est sensible, et je sais que vous l'attendez tous avec impatience, et nous aussi d'ailleurs, c'est le guide juridique sur les conventions types et notamment les contrats de droit privé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le travail est finalisé en collaboration avec d'autres services et bureaux du ministère, notamment les ISST, l'inspection, également les représentants de l'association des DEA-DAT. Donc, merci pour votre action sur ce sujet. Donc, le guide a été conçu pour être un outil très pratique qui répondent aux principales questions que se posent habituellement, disons, et de manière concrète, en fait, les directeurs d'exploitation et les directeurs d'ateliers technologiques. Cependant, nous ne souhaitions le publier qu'à condition que ce soit validé par le service des affaires juridiques du ministère. La saisine date, je n'ose pas donner la date de la saisine, mais en tout cas, je pense que ça date depuis début 2019 pour tout dire. Donc là, ça commence à faire très très long. Alors, je peux vous dire que depuis quelque temps, avec Fanny Bouchu, nous harcelons le service des affaires juridiques du ministère. Je pense qu'on va obtenir une réponse rapidement, j'ose espérer, parce que c'est très attendu. Donc ça, c'est quasiment finalisé, mais on attend le go en fait, du service des affaires juridiques. Ensuite, sur la simplification et l'optimisation BD Alexia, là, je vais laisser la parole à Sdrissi, bien sûr. Et il y avait un petit point sur la poursuite de la mise en adéquation des profils des élèves IEA en fonction du lieu d'affectation. Et effectivement, vous citiez le Bureau des dotations et des compétences à la sous-direction des établissements des dotations et des compétences. Bon, sachez que nous mettons en œuvre ce chantier cette année. Donc, on est en train de travailler avec AgroSub Dijon sur ce sujet et également avec les IGAPS. Donc, c'est un point qui est important. Je ne suis pas sûre que ça a été vraiment mis en œuvre l'année dernière, mais en tout cas, sachez que cette année, ce sera bien mis en œuvre. Et puis, si nous passons à la diapositive suivante, gérer les postes des agents contractuels sur des postes de DEA, DAT pour mieux les accompagner. Eh bien, sur ce sujet-là, les règles de gestion, c'est les règles de gestion des ASEN. Donc, pour bénéficier notamment d'une règle de protection de 3 ans, 2 fois 1 an, pour mieux les accompagner dans leur mission. Donc, peut-être, Fanny, sur ce sujet, peut-être tu peux développer un petit peu. Je te laisse parce que tu connais bien l'historique sur ce point. Et en fait, ça a été une des recommandations qui avait été faite dans le rapport du CGAER et une demande, bien entendu, des agents qui sont en poste, de façon aussi à permettre une pérennité dans les compétences sur site. Ouais. Avec un distinguo pour les agents contractuels d'une part et les agents titulaires d'autre part. Par exemple, on avait le cas à l'époque d'un enseignant qui pouvait quitter son poste de BLP ou de BCEA pour prendre un poste de DEA ou de DAT. Donc l'idée était, à l'époque, il y avait des listes d'aptitudes qui étaient en place. Le système a changé depuis, mais en tout cas, c'était aussi de pouvoir assurer le temps que la qualification, le processus de qualification se fasse et que l'agent puisse, même s'il était qualifié, eh bien aussi se dire je peux me décider et si le poste ne me convient pas, revenir sur mon poste antérieur, et bien de pouvoir lui laisser ce bénéfice. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'idée qui prédominait dans cette action. Voilà. D'accord, et puis… Donc,
on va être attentif cette année pour la campagne de mobilité prochaine, donc d'avoir une vigilance sur toute cette pérennisation. L'enjeu, c'est de pérenniser les compétences sur les établissements, quel que soit aussi le statut d'agent, dès lors que l'agent fait le job. Oui, tout à fait. Merci Fanny, on sera vigilant. Alors, je vois qu'il y avait un point qui était important également, qui était faciliter l'accompagnement dans l'aide au concours. Donc, nous sommes en train de travailler notamment avec Sébastien Vial sur ce sujet pour effectivement intégrer un accompagnement pour passer ces concours et notamment pour les agents contractuels. Effectivement, c'est un point, on y est très sensible compte tenu du taux de contractuels important sur ces postes-là. C'est un point majeur pour nous. Donc, je sais que Sébastien Vial y travaille. Et on vous rendra compte du plan qui pourra être réalisé à ce sujet. Ensuite, réaliser une visite conseil à la demande des DEA, DAT, ça je crois que c'est déjà en place et ça se poursuit régulièrement. Et ensuite, permettre l'accès au grade exceptionnel pour les PLPA, PCEA, IAE occupant des fonctions de DEA, DAT. Là, je laisserai la parole plutôt à Cédric, hein, de même que l'information sur la possibilité d'être détaché dans le corps des IAE. Donc, Madame Cédric, de Franqueville, oui. J'ai vu que M. Montesinos est à nouveau avec vous. Je crois qu'il devait nous quitter à 10h30. Oui. Est-ce que je peux me permettre de lui redonner la parole avant qu'il ne disparaisse? Surtout que là, je venais d'évoquer 2 points qui concernaient le SRH, donc parfait. C'est pour ça que j'ai rebondi. Monsieur Montesinos, est-ce que vous pouvez reprendre la parole et qu'on vous entende de meilleure façon qu'il y a alors je ne peux pas vous garantir qu'on m'entende mieux. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. C'est bien, c'est le cas. Bien, là. C'est le cas. J'ai rien fait, hein, promis. Donc, je ne sais plus où j'avais décroché. Moi, je sais, mais je ne sais pas où vous avez cessé de m'entendre. Alors, Cédric, j'avais une question qui concernait l'accès au grade exceptionnel pour les PLPA, PCEA et IAE occupant des fonctions de DEA, DAT. Ça fait partie, tu sais, du plan d'action. Oui, il me semble que c'est… Alors, j'ai plus en tête les fonctions qui donnent accès à la classe exceptionnelle, mais il me semble que les fonctions de DEA, DAT en font partie, oui. Oui, ils sont intégrés. Pardon? Oui. Oui, tout à fait. Oui, on les avait fait inscrire dès le début. Hein. C'était une de nos priorités qui avait été acceptée par la DGAFP. Donc, voilà. Sur l'IRE, donc je vous parlais, je crois, de l'IRE et de la revalorisation qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu là-dessus, mais je répète. Donc, on comptait mensualiser l'IRE parce que c'est vrai que c'est quand même mieux qu'on puisse mensualiser les primes pour les agents qui ne sont pas placés au RICEP. Hein. Et donc, nous n'avons pas pu mensualiser cette IRE au 1er septembre, donc problèmes techniques liés notamment à des retards dus à la crise sanitaire. Alors, vous allez dire à la bon dos, mais il n'empêche que ces effets sont vraiment réels sur les équipes qui sont mobilisées. Cette revalorisation, elle vous est due et elle sera versée à titre rétroactif donc en 2021, donc pour tous les ayants droit. Donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, ça sera mensualisé par la suite, c'est cela? Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un grand changement. Au lieu de la verser cette fois, ce sera mensualisé. Alors, la question qui était posée ensuite, c'était le RIFSEP des statuts, le RIFSEP. Donc, on travaille actuellement, donc je vous disais que c'est une des raisons pour lesquelles je devrais partir assez vite, parce que nous travaillons avec la DGR au projet de RIFSEP pour les agents sous statut d'emploi. Nous avons un groupe de travail qui se tiendra la semaine prochaine, lundi, pour présenter donc, le projet du ministère en la matière. La question qui a été posée, c'est notamment pour les agents qui n'ont pas opté. Alors, sur les 79 agents à qui nous avons écrit, parce qu'il y a des questions qui sont posées, mais tout était déjà dans les courriers que nous avons adressés à chacun des agents qui n'étaient pas détachés dans le précédent statut, mais dont le poste faisait partie de l'arrêté liste. Nous avons invité 79 agents à se positionner pour accepter ou refuser le statut. On en a 32 qui ont dit oui, 19 qui ont dit non, et le reste ne s'est pas prononcé. Donc, pour nous, les choses étaient claires.
Si on disait oui, au moins, pas de problème, et si on ne se prononçait pas, eh bien, on considérait que c'était un refus. Donc, il faut que nous réfléchissions à la possibilité pour les agents qui ne se sont pas prononcés, éventuellement de se prononcer à nouveau, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de reclassement rétroactif. Ce serait techniquement trop compliqué à faire. Autant on peut le faire sur une année, mais on ne peut pas le faire en 2021 sur une date d'effet au 23 novembre 2019. Donc, il fallait opter. À la limite, on pourra peut-être le faire à compter du 1er septembre, mais ce ne sera pas possible d'aller au-delà. Ce que je peux vous dire, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce que le poste que l'on occupe, si on a refusé d'entrer dans le statut, va être offert à la mobilité pour quelqu'un qui l'occuperait dans le cadre du statut? Non. Ce que nous avions dit très clairement, c'est que si vous acceptiez le statut, eh bien, vous acceptiez les avantages qui vont avec le statut, mais en revanche, vous étiez soumis à l'obligation de mobilité au terme des 2 fois 4 ans, au terme des 8 ans, la date courant à partir du moment où vous avez été nommé une première fois. Si vous avez été nommé en 2015, c'est à partir de ce moment-là qu'on va calculer le nombre d'années, et donc jusqu'en 2023, jusqu'au 31 août 2023 pour occuper le poste. Si vous refusez d'entrer dans le statut, vous ne bénéficiez pas des avantages liés au statut. En revanche, vous n'êtes plus soumis à l'obligation de mobilité. Ça, c'est un choix à faire. Donc, a priori, vous n'avez pas obligation de bouger. Mais attention, pour les agents qui décideraient après coup de revenir sur leur décision explicite ou implicite de refuser le statut, vous serez soumis à cette obligation de mobilité dans le délai imparti. Voilà, alors je ne sais pas si vous aurez d'autres questions. J'ai été D2, j'ai été D1 pendant 6 ans et depuis septembre, je suis D4. À ce jour, j'attends toujours mon arrêté de nomination. C'est quand même un petit flou artistique. C'est la première fois que ça arrive, que ça prenne autant de temps. Donc, quand on envisage des statuts, c'est tout autant le flou. Voilà, donc je me pose des questions. Merci pour votre intervention. Est-ce que, M. Montesinos, vous pouvez répondre? On rappelle qu'on est vraiment dans un cas de Covid et c'est vrai que les services, quel que soit le niveau local, départemental, régional, national, sont un petit peu bousculés. Monsieur Montesinos. Oui, monsieur, vous comprenez. Je crois que la question n'est pas franchement dans le cadre du GT, donc on a l'occasion d'y répondre dans d'autres cadres. Je peux quand même le dire, effectivement, nous avons, dans le cadre de la crise sanitaire, un petit retard et les arrêtés pour la rentrée scolaire sont en cours d'établissement. Donc, on est en train de procéder actuellement au traitement de cette centaine d'agents qui ont bougé au 1er septembre. D'habitude, c'est fait en temps et en heure. Alors, quand vous dites ça n'a jamais été aussi tard, vous avez raison, mais il y a une raison aussi. Merci. Ce qui a été posé, ce qui a été évoqué, parce qu'on M. Montesinos nous a fait part en fait du résultat donc, de la consultation, puisque la proposition a été faite à 79 agents, et on a eu effectivement 32 oui, 19 non, et donc 28 qui ne se sont pas prononcés. Mais ces 28 ne se sont pas prononcés majoritairement parce qu'en fait, le régime indemnitaire n'était pas connu à ce moment-là. Donc, il était difficile de choisir. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui, pour ces 28 agents qui n'ont pas dit oui, donc au mois de juillet, quand ça a été proposé, à quel moment pourront-ils de nouveau donc, se positionner sur le poste? D'une façon plus générale, donc à quel moment peut-on se positionner sur un poste donc statut d'emploi, si c'est celui donc sachant donc que c'est celui donc que l'on occupe sur le centre actuellement occupé, voilà. Et ensuite sur la partie donc évolution des personnels, effectivement il y avait des choses sur la procédure de détachement, donc des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnels qui peut quelquefois interférer avec les notions d'ancienneté ou au niveau du statut d'emploi, et puis également donc sur les aspects contractuels, puisqu'au niveau contractuel on l'a évoqué, hein.
Parce que tout à l'heure, on s'est félicité effectivement de l'arrivée de 2 IPEF au niveau des DEA, DAT, mais pour 2 IPEF qui arrivent, on a quand même plus de 10, on a entre 10 et 15 IAE, PCEA ou EPLP qui disparaissent. Et donc, ils sont remplacés par des contractuels. Donc, ça, il faut pas quand même il ne faut pas donc l'ignorer. Et donc, aujourd'hui, quelle perspective peut-on donner donc au niveau des contractuels en termes de titularisation? Merci Jean-Pierre. Monsieur Montesinos? Sur les perspectives de titularisation, moi, je n'ai pas tellement d'annonces à faire aujourd'hui, hein, parce que ça demande quand même une réflexion. Et la réponse ne viendra pas seulement du SRH, bien entendu, hein, c'est plutôt une politique globale aussi sur l'attractivité des postes. Vous savez bien qu'on est soumis à quelques règles en termes de contractualisation. Bon, on pourra répondre éventuellement là-dessus, mais un peu plus tard. Là, je ne peux pas vous faire d'annonce, je n'ai aucun mandat pour cela. S'agissant, donc je crois déjà avoir répondu, hein, s'agissant du droit d'option, pour nous, les choses étaient claires. Soit on disait oui, on avait un délai, soit on disait non. Ceux qui ne se sont pas prononcés, comme je vous l'ai dit, par défaut, on a considéré qu'ils disaient non. Maintenant, si je comprends l'argument, hein, qui a été porté plusieurs fois de dire on ne savait pas où en serait le RICEP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il faut que le chef du service des ressources humaines en soit d'accord, je pense qu'il le sera, que si on décidait, et en lien avec la DGER aussi, il faudra qu'on discute, si on décidait de laisser à ces agents qui ne se sont pas prononcés une possibilité de revenir et de dire bon, finalement, moi je le veux, ce sera d'accord, mais à compter du 1er septembre, on ne pourra faire le reclassement qu'à compter du 1er septembre. Enfin, on regardera, mais je ne garantis pas que ce soit avec effet rétroactif, comme je l'ai dit, pour des raisons techniques, à novembre 2019, hein, parce que ça devient compliqué de reconstruire des carrières avec autant de retard. En tout cas, les règles seront toujours les mêmes s'agissant de la limitation de durée. Ce sera toujours dans la limite de 8 ans, c'est-à-dire que si des agents qui sont déjà là depuis 6 ans décident eh bien, d'intégrer le nouveau statut, dans 2 ans, elles devront partir et chercher un nouveau poste. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on décide maintenant d'entrer dans le statut sur son poste qu'on repart à 0 pour les 8 ans. Et ça, il faut que les choses soient claires. Tout cela a été écrit dans les courriers. On avait donné toutes les explications possibles, imaginables, avec la possibilité, on avait offert un délai supplémentaire, hein, aux agents qui étaient déjà au terme des 8 ans. On avait, à titre dérogatoire, accordé un délai jusqu'en 2022 pour pouvoir faire une mobilité. Mais en tout cas, il n'y aura pas de dérogation à cette limitation de 8 ans. S'agissant du détachement dans le corps des IAE, c'est toujours possible. Il ne peut pas y avoir de décision de détachement générale. C'est une question qui est posée assez régulièrement parce que c'est une démarche individuelle. Hein. Chaque agent doit se poser la question. Il doit y avoir un accord aussi de la CAP des IAE pour intégrer, en tout cas pour accueillir par voie de détachement les agents dans un nouveau corps, et se pose aussi la question, notamment, et ça fait partie des lignes directrices de gestion qui ont été établies dans le cadre donc de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, c'est compliqué de détacher dans le corps des IAE des professeurs certifiés ou de lycées professionnels qui sont dans la classe exceptionnelle, parce que cela signifie qu'il faut détacher dans la hors-classe des IAE. Et comme il s'agit d'un corps, d'un grade contingenté, si vous voulez, si on fait rentrer beaucoup d'agents qui sont dans ce grade à accès fonctionnel dans les corps d'enseignement, dans le corps des IAE, ça veut dire que les IAE qui sont sur d'autres fonctions ne pourront plus être promus. C'est pour ça que nous y allons de manière quand même mesurée et que les détachements, s'ils ont été d'ailleurs reconnus hein, dans le cadre du plan d'action, sont quand même regardés de manière individuelle.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, Moi, monsieur j'avais Baudin. juste, si tu permets, Cédric, en complément sur les contractuels, il y a une question qui revient souvent, et comme tu l'as dit, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble, SRH, DGER. Il y a la question aussi, quand on engage un contractuel, souvent, alors peut-être que c'est moi qui véhicule moi-même une idée reçue, mais c'est une question que j'entends souvent, il y a l'idée qu'on peut le recruter que pour 1 an, et parfois, ça donnerait du confort de savoir que d'emblée, on peut le recruter pour 3 ans. Oui, alors on le fait, hein, me semble-t-il, pour les directeurs de centre et peut-être même déjà pour les DEA, DAT. Oui, on en a parlé tout à l'heure, Luc. On l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, compte tenu de la sensibilité des postes, on en tenait compte. Bon, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, ça donne de la visibilité pour les gens qui Ça recrutent. faisait partie du plan d'action. Tu sais, j'ai cité un peu vite, donc je ne me suis pas étendue, mais effectivement, c'était une revendication tout à fait légitime. Très bien. Alors, profitons-en. Alors, je vois une question qui dit, une question que monsieur Richard a posée, les IGAPS ne sont pas informés ou font barrage au détachement. Non, non, il n'y a pas de barrage au détachement. Hein. Si vous avez le sentiment qu'il y a des barrages au détachement qui sont faits, non. Il faut simplement, quand même, quand on accède à un corps, remplir les conditions, évidemment, et occuper une fonction qui soit en lien avec les missions de ce corps. Enfin, les IAE ayant vocation à occuper des postes de directeur d'exploitation ou d'atelier technologique, pour nous, il n'y a pas de souci particulier. Mais encore une fois, on examine au cas par cas. Ce qu'on évite d'une manière générale, c'est quand même ce qu'on appelle le nomadisme administratif, c'est-à-dire qu'on passe d'un corps à un autre de manière à rentabiliser tout ce qu'il peut y avoir effectivement comme régime indemnitaire, mais là, ce n'est pas vraiment le problème. Monsieur Montesinos, il y a une question qui revient souvent, c'est l'actualisation du salaire ou l'évolution du salaire des contractuels. Puisqu'aujourd'hui, donc, les contractuels sont rémunérés sur une grille, enfin, que personnellement, donc, nous ne connaissons pas. Mais je crois que c'est un salaire qui est réactualisé tous les 3 ans. Il doit y avoir un rendez-vous. Et c'est le chef d'établissement qui doit être à l'initiative de cette évolution. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles, s'il vous plaît? Alors, je ne peux pas vous donner forcément toutes, quand vous avez des questions si techniques comme ça, parce qu'on passe de sujet à l'autre et j'aimerais bien pouvoir répondre précisément à toutes vos questions, mais comme les sujets sont très, très vastes au SRH, ce n'est pas forcément la réponse précise. Effectivement, la règle, c'est ce qu'on appelle, je trouve ça assez vilain, mais la clause de revoyure quand même tous les 3 ans pour une augmentation qui peut aller entre 3 et 8% effectivement du traitement. Je crois qu'il y a quand même un référentiel s'agissant des DEA, DAT, donc avec une progression, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises là-dessus. J'essaierai de vous faire une réponse plus complète par écrit qu'on vous transmettra, monsieur, que je vous transmettrai, monsieur Baudin, si vous le voulez bien. L'adresse que vous avez inscrite et que Roger Brouet a relayée sur le chat, c'est une sur laquelle toutes les personnes qui sont ici présentes, près de 160, peuvent écrire pour avoir des réponses. Ah ben oui, sur l'IRE, sur l'IRE, c'est-à-dire si vous avez le sentiment de ne pas avoir touché votre IRE, ce qui serait quand même tout à fait dommage, et si c'est le cas, vous êtes quand même d'une grande patience, de ne pas vous être manifesté plus tôt, et si vous êtes manifesté plus tôt et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est encore plus inquiétant. Donc vous, si c'est le cas, si vous êtes déjà manifesté et que vous n'avez pas eu de réponse, là vous pouvez me mettre en copie de la question que vous poserez et je ferai le lien avec le bureau du pilotage de la rémunération. En revanche, c'est vrai que si vous avez eu un doute sur le fait de l'avoir perçu, vérifiez bien vos bulletins de salaire. Encore une fois, pour les IAE, c'est normal puisque vous avez basculé au RIFSEP. En revanche, à compter du 1er janvier, avec effet rétroactif, ça s'est fait au cours de l'été, mais avec effet rétroactif au 1er janvier. En revanche, pour les agents qui sont issus des corps de PCEA, PLPA, si vous n'avez, normalement, vous avez dû percevoir l'IRE en mai ou en juin. Vérifiez bien les bulletins de salaire de ces 2 mois-là. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous écrivez sur cette boîte mail que je vous ai indiquée.
Juste un petit point, mais c'est un mot sur le classement qui a été fait des exploitations agricoles et des ateliers technologiques. Il y a bien eu la publication de l'arrêté qui est relatif au classement qui est intervenu le 13 février 2020. Nous avons aussi établi le 19 février 2020 une note de service qui revient sur les critères qui ont été retenus pour le classement. Et simplement, je voulais signaler que nous sommes attentifs aux remarques éventuelles qui ont pu être faites sur ce classement et qu'un groupe de travail sera mis en œuvre à compter de l'année prochaine pour établir un rétex, pour réaliser un retour d'expérience sur ces critères qui ont été utilisés pour établir le classement en vigueur. Et donc, on pourra travailler ensemble pour éventuellement améliorer ces critères. C'était juste à titre, une petite information supplémentaire. Voilà, et je laisse la parole à Dominique pour ensuite finir sur les établissements en difficulté financière et l'aide qui leur sera accordée. Merci. À toi, Dominique. Voilà. Juste, si vous permettez, Vas-y. Excuse-moi Isabelle, pour la revalorisation donc, des contractuels, c'est tous les 3 ans, théoriquement, c'est une progression de 3%, sauf avis contraire du chef d'établissement, du directeur. Merci pour cette précision. Je me retire et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Dominique, à toi. Voilà. Donc, concernant le guide pratique sur les missions de développement, expérimentation et innovation, vous avez le site internet qui est disponible. J'ai pris mes renseignements auprès de la Bergerie nationale qui gère ça. Il y a eu en 2019 1950 connexions sur le guide. Donc, par rapport à 192 exploitations, c'est quand même pas mal. Vous avez l'adresse qui est en bas. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, il est présenté là. Je passe rapidement. Concernant l'encadrement, on a parlé donc des animateurs de réseau. Là, vous avez la page qui présente nos animateurs réseau thème. Je crois que Régis Trioli vous a mis dans le chat l'adresse web. Et donc, pour compléter évidemment le rôle des animateurs réseau thème, vous avez aussi on travaille beaucoup avec les chargés de mission en DRAF et en particulier avec leur coordinateur au niveau national qui est Christophe Dampierre, basé dans les Hauts-de-France et qui a une décharge sur ce type de mission. Et on travaille évidemment aussi beaucoup avec les ENA, les établissements nationaux d'appui, en bonne complémentarité. Donc les 3 réseaux sont coordonnés par le Bureau du développement agricole et le BEDAPI, donc, et on essaie de jouer complètement les synergies. Alors, on a parlé des diagnostics. Il y a toute une opération actuellement qui est en cours et vous trouvez là l'adresse du site sur lequel vous pouvez retrouver les ressources. Donc, nos collègues donc, animateurs de réseau thème tentent de promouvoir ce qu'on appelle les entretiens stratégiques pour pouvoir aller, et on en parlera cet après-midi, résolument vers de la reconception. Et vous avez également sur ce site donc, de Chlorophylle la liste, alors je crois que c'est la diapo d'après, la liste des méthodes de diagnostic et de certification qui sont décrites avec des liens où vous pouvez évidemment approfondir l'approche de IDEA 4, le diagnostic dialecte, PERFEA, RSE et compagnie. Voilà, donc ça c'est pour répondre à certaines des questions du guide. Alors maintenant, une chose importante à retenir, c'est toute la réforme, la refonte qui est en train d'être faite de la base de données Alexia. Alors Alexia, je sais que ça donne des boutons à certains. Pour autant, on est vraiment en train, avec Dijon, de tenter de rénover l'approche
pour que Alexia serve au quotidien pour les DEA-DAT, c'est-à-dire puisse l'utiliser non pas une fois par an en renseignant les rubriques, mais de manière quotidienne. Alors, le schéma actuel, c'est celui-là, Alexia, recensement de l'activité une fois par an. Vous y êtes. Il manque encore une trentaine d'établissements, enfin d'exploitations qui n'ont pas rempli pour l'année 2019 et je les incite à le faire. Et donc, après cela, il y a un usage des GER ou autres avec l'utilisation de ce que vous inscrivez là pour le classement. Maintenant, on évolue vers un autre système qui utilise des fonctionnalités beaucoup plus modernes. Alors, on appelle ça Galexia. Certains sont déjà en train de l'utiliser dans leur établissement. C'est pour enregistrer l'activité pédagogique. Galexia pourra se traduire également dans d'autres modules, par exemple la gestion des salariés. Et on est en train de moderniser également Elena sur la gestion des partenariats, tout ça avec Dijon, le CNERTA Data. Et Alexia est en train d'être toiletté par nos collègues de Réseautem, notamment parce qu'il y a beaucoup de rubriques, beaucoup, j'exagère peut-être un peu, il y a pas mal de rubriques qui ne sont pas exploitées de manière ordinaire, enfin, je veux dire, assez peu utilisées. Donc, on est en train de simplifier la base de données Alexia pour alléger le travail. Et donc, au fur et à mesure que ces fameux modules, Galexia, Elena et compagnie, vont être mis en fonctionnement, il y aura décommissionnement progressif d'Alexia. Et donc, tout ça va vers un autre outil qui s'appelle Valorexia et qui utilise un logiciel qui s'appelle Power BI et qui permet d'avoir des représentations beaucoup plus attractives au fil de l'eau. Et donc, on espère, grâce à cela, que vous, les DEA-DAT, vous puissiez utiliser au quotidien les données parce que la base de données sera ouverte au fil de l'eau et non plus une fois par an sur l'année antérieure, ce qui, pour vous, ne servait pas à grand-chose finalement. Et donc, usage quotidien des données pour notamment créer des supports quand vous organisez vos conseils d'exploitation ou autres. Et malgré tout, tout ça, ça va demander une formation. Donc, il y a vraiment un travail et un effort à faire de formation pour s'approprier l'outil, même si c'est pas forcément très compliqué, mais il faut quand même une bonne heure, 1h30 de formation avec le CNERTA Data de Dijon pour pouvoir s'approprier tout cela. Donc, il y a quand même une petite révolution là qui est en cours pour que Alexia soit beaucoup plus pratique et utile pour vous. Enfin, je l'espère en tout cas. Je me permets de reproposer la parole à Madame de Franqueville. Il nous reste 3 minutes. Si on respecte le temps, c'est formidable. Mais on peut un petit peu plus s'il le souhaite, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en visio. Madame de Franqueville. Alors, merci beaucoup. Effectivement, il y avait une petite présentation qui était faite pour faire un point, mais sinon, ce n'est pas grave. Hein, si vous le... Prenez le temps quand même, on réduira le temps de pause. Simplement pour vous préciser qu'effectivement, nous avons travaillé pour obtenir des ressources complémentaires afin d'aider les établissements en difficulté financière suite à la crise Covid. Donc, nous avons eu la chance effectivement d'obtenir ces transferts dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Et donc, le programme 143 a obtenu 7,3 millions d'euros complémentaires. Bon, il y a 1,3 million d'euros qui sont dédiés pour les bourses et qui sont fléchées. En revanche, il nous reste 6 millions. Et par ailleurs, nous avons obtenu le dégel du programme 143, ce qui représentait 5,5 millions d'euros. En réalité, nous avions quelques impasses budgétaires, donc ça nous fait un petit peu moins. Mais au final, on a pu obtenir un petit peu plus de 10 millions d'euros pour aider les établissements en difficulté financière. Donc, on a pu obtenir ce montant important parce qu'on est dans un contexte budgétaire très compliqué et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir pu obtenir ces fonds-là. On a pu obtenir ces fonds parce que nous avons mené des enquêtes très complètes
qui ont achevé de convaincre les services de la CBCM et donc, in fine, de la direction du budget quand même. Donc pour ça, effectivement, on a mené 2 enquêtes. Une enquête avant la période estivale qui nous a permis de connaître finement le montant ce qu'on appelle le surcoût Covid. On peut passer sur la suite du surcoût Covid et également une enquête complémentaire pour connaître précisément la situation financière des établissements, notamment parce que nous avions compris dans le cadre des dialogues que nous avons pu avoir avec la direction du budget que cette aide ne serait accordée que si les établissements étaient en difficulté financière. Donc, on a combiné les deux critères, impact du surcoût Covid et évaluation de la situation financière fine des établissements. Donc, grâce à ça, alors je sais que nous avons demandé aux établissements de nous faire remonter beaucoup de données. Donc, je remercie les établissements et les autorités académiques d'avoir travaillé avec nous sur ce sujet. On a la chance, donc Daniel Nussbaumer a travaillé longuement sur ce sujet et nous avons la chance d'avoir une personne qui a été dédiée uniquement à cette synthèse des remontées d'informations financières qui s'appelle Claude Berthaud. Donc, nous avons pu estimer le surcoût Covid au global à 46 millions d'euros. Alors, nous avons réussi à obtenir ces fonds, c'est à la fois pour les établissements du public et du privé. Bon, pour aller vite, c'est essentiellement les établissements du public qui ont subi le surcoût Covid pour une raison importante, notamment d'abord parce que nous faisons partie du monde économique. Nos établissements publics ne peuvent pas être comparés à ceux de l'éducation nationale parce que l'impact sur la situation économique nous impacte également, compte tenu de vos missions d'exploitation agricole et d'ateliers technologiques, et également compte tenu des missions des centres de formation continue. Et notamment, ces centres-là n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel pour leurs agents contractuels sur budget, alors que nous sommes bien dans un champ concurrentiel. Et quant à vous, j'ai entendu que vous l'évoquiez tout à l'heure avec la directrice générale, il y a eu quand même une période vacillante au cours de laquelle on a cru comprendre que des directs réclamaient le remboursement du chômage partiel qui avait été versé aux salariés de droit privé, qui plus est. Donc effectivement, c'était tout à fait insoutenable, en tout cas à mon sens, d'avoir à subir 2 fois la crise. Donc c'est aussi un peu grâce à ça qu'on a pu obtenir des fonds sur cette fin de gestion, puisqu'on a fait valoir ces impacts forts. Alors, sur le public, comme vous le voyez, l'impact de la crise Covid était estimé à 26 millions d'euros pour les EPLEFPA. Les exploitations agricoles représentent quand même 15% de l'impact de cette crise Covid. Les ateliers technologiques, 3,5%. Les centres hippiques, 1,5%, c'est vraiment pas négligeable. Et puis, bien sûr, vous voyez l'importance de l'impact sur les CFA, CFPPA, bien sûr, et aussi sur les lycées, puisque malgré tout, il y a une perte de ressources importante dans le cadre des pertes de pension, de recettes de pension, qui n'ont pas été compensées par les moindres charges générées par les fluides ou par les marchandises. Donc, si on passe sur la diapositive suivante, ce qu'on constate, c'est une baisse du chiffre d'affaires conséquente pour les établissements du public, avec une perte aussi nette des recettes liées à la restauration, ce que je vous évoquais tout à l'heure, les pertes dites de pension à 8,7 millions d'euros. Voilà, donc c'est pour nous, ce qui nous caractérise la partie publique, c'est vraiment la perte du chiffre d'affaires. Et je dirais que dans les établissements privés, ils ont subi fortement aussi la crise, mais davantage sur la partie perte de recettes, de pensions, et puis perte de recettes liées aux locations.
Voilà. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Pour les exploitations agricoles, on a fait valoir évidemment la mise à l'arrêt des magasins de vente et donc la baisse des recettes, les productions non valorisées, horticulture en particulier, la baisse des ventes aussi liée à la crise économique, et là on est plus dans le secteur viticole qu'on a pu citer, l'absence des élèves, des apprentis et des stagiaires pour les travaux saisonniers, le surcoût de la main-d'œuvre saisonnière et puis aussi du recours à la sous-traitance. Donc ça, c'était pour les exploitations agricoles. Quand on regarde les ateliers technologiques, on a pu constater l'arrêt des ventes en interne, notamment pour la restauration, un recours également plus important à la sous-traitance et puis à la main-d'œuvre temporaire. Alors, quant aux centres hippiques, impact très fort, notamment au regard des budgets de ces centres et un arrêt des activités avec les élèves, mais aussi des prestations de services. Donc là, les centres hippiques ont été fortement impactés. Alors aujourd'hui, bon, les centres sont toujours en situation de crise, disons, avec des effets de traîne. Alors, par rapport à ça, je vous ai évoqué tout à l'heure les 2 enquêtes très importantes qui nous ont permis d'avoir une situation assez fine de la situation financière de l'ensemble de nos EPLEFPA. Maintenant, nous avons aussi une situation, bon, ça ne vous concerne pas directement, mais on commence à connaître aussi la situation financière des établissements du privé. Ce qu'on a fait pour pouvoir obtenir cette aide, c'est qu'on a réévalué à la fin du mois d'octobre la situation financière de l'ensemble des établissements, notamment que nous avions pré-ciblés. Parce qu'on n'était pas encore sûr de l'aide que nous pourrions obtenir, mais en tout cas, on voulait avoir une analyse très fine afin de savoir notamment si pour certains établissements, la situation financière ne s'était pas encore dégradée depuis l'été, ou à l'inverse, si elle ne s'était pas rétablie. Donc, nous avons fait une 3e enquête correspondant à la situation financière fin octobre, ce qui nous a permis de rééquilibrer un petit peu tous les ciblages d'établissements et puis de pouvoir faire une répartition des aides importantes. Alors, sur les 10 millions d'euros, on avait à l'époque ciblé 3 priorités, je vais très vite. On avait ciblé 3 grandes priorités pour espérer obtenir des fonds auprès de Bercy. Donc, une priorité P1, c'était les établissements pour lesquels on considérait qu'ils étaient en péril financier et que donc ils allaient mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année si on n'obtenait pas une aide. Donc, c'est ce qu'on appelle les P1 pour lesquels nous avions réclamé 11,7 millions d'euros. Et vous voyez qu'en cette fin de gestion, on obtient 10,2 millions d'euros, donc on est très proche de ce qu'on souhaitait. Ensuite, on avait ciblé une 2e priorité. Alors, il y avait dans cette priorité P1 38 établissements publics qui étaient ciblés. Vous allez voir, parce que je vais vous le présenter rapidement, finalement, les aides qui ont été élaborées vont concerner 58 établissements. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, nous avions ciblé une 2e aide P2, donc autour de 18 millions d'euros, pour les établissements en difficulté financière, mais qui pouvaient attendre 2021. Et puis une 3e priorité, la P3, pour les établissements en difficulté financière, souvent de petite taille, mais qui pouvaient supporter pendant 2021, enfin, qui avaient le temps de supporter une aide, puisque la situation financière était encore viable. Donc, sur les 58 établissements que nous avons ciblés, alors je crois que je vous avais envoyé, mais je ne sais pas si vous pouvez le projeter, un petit tableur Excel qui, en fait, fait la synthèse des établissements qui ont été ciblés. Alors, sur les critères qui nous ont conduit à retenir les établissements et ensuite sur le montant des aides accordées. Sur les critères. En fait, on a combiné de nombreux critères. D'abord, on est reparti, on a pris en compte. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas, mais sinon je le ferai à l'oral, c'est pas grave. C'était un tableur Excel. Oui, que vous avez envoyé ce matin, et moi je l'ai sur mon autre ordinateur. Bon, j'en parlerai à l'oral et puis je l'enverrai, vous inquiétez pas. Hein, je ferai la liste et puis, je vous l'enverrai ensuite par la suite, de même que le diaporama pourra être adressé également, puisqu'on est allé assez vite, compte tenu du temps imparti. Donc, simplement pour dire
que ce qui a été retenu pour retenir les établissements en difficulté financière, plusieurs critères. Déjà, le classement des établissements qui a été fait par l'inspection. Donc, vous savez que nos établissements sont classés en plusieurs catégories et notamment les établissements en difficulté financière sont classés en catégorie 3 et 4. Donc, on est reparti de ce classement parce que c'est un classement qui nous a semblé structurel et intéressant. Nous avons ensuite regardé la situation financière des établissements au 31 décembre 2019 et nous l'avons comparé à la sortie de crise au 31 mai 2020. Pendant cette période, nous avons regardé l'évolution du chiffre d'affaires entre ce qui était projeté sur le BP 2020 et ce qu'on a pu constater au 31 mai 2020, ce qui nous a permis de voir les évolutions notables. Nous avons regardé également la situation de la trésorerie, puisque certains établissements étaient en grande difficulté pour couvrir des dépenses de court terme. Donc, évidemment, on en a aussi tenu compte et la BCM y est sensible, parce que les services de la DGFiP sont impliqués aussi sur l'accord ou pas de ces lignes de trésorerie. Et puis, nous avons bien sûr regardé la situation du fonds de roulement, la situation du besoin en fonds de roulement, et nous avons fait une évaluation fine de justement la synthèse du surcoût Covid, ce qui nous a permis, ce qui nous a conduit donc à retenir les établissements qui nécessitaient d'être aidés avant la fin de l'année. Ensuite, sur le montant de l'aide. Alors, on est parti du principe qu'il y avait un critère qui, je l'ai dit, était universel, entre guillemets, entre l'ensemble des familles, qui sont les produits de fonctionnement. Et donc, on a estimé que l'aide serait versée aux établissements en difficulté financière ayant effectivement eu un surcoût Covid important, que l'aide qui serait versée ne pourrait pas dépasser 3,5% des produits de fonctionnement. Donc, afin d'établir une certaine règle d'équité entre les établissements et aussi de tenir compte de la taille des établissements, ça nous semblait important. Ensuite, c'est un critère qu'on peut comparer aux établissements du privé. Parce que s'agissant des établissements du privé, on s'est rendu compte que nos critères d'analyse financière ne sont pas forcément applicables à ces établissements. Ils n'ont pas le même raisonnement en fonds de roulement, besoin de fonds de roulement, et surtout en termes de trésorerie. Donc, comme on ne pouvait pas faire d'analyse à périmètre équivalent, on a retenu ce critère qui était un critère, ma foi, objectif. Voilà pour vous présenter rapidement comment on a établi ces différents critères. Nous avons travaillé en lien serré avec bien sûr les autorités académiques, il y a eu un certain nombre d'allers-retours, et puis également avec les fédérations du privé pour les aides que nous avons pu obtenir pour ces établissements, enfin qui sont quand même moins importants en termes de montant que les EPLEFPA. Et puis, nous avons travaillé de manière très serrée avec les services de la contrôleuse budgétaire, ce qui nous fait faire beaucoup d'allers-retours puisque nous devons établir une convention avec chaque établissement qui sera aidé. Chaque euro devra être justifié, c'est une aide exceptionnelle. Et derrière chaque aide versée à un établissement, il y a un plan d'action qui devra être mené. Alors, tout ça pour vous dire que ces conventions seront signées avec chaque autorité académique et chef d'établissement, qu'il y aura donc un comité de suivi pour voir les actions qui auront été mises en œuvre et que ces aides sont ciblées. Et elles sont ciblées notamment sur des centres. Et en particulier, les exploitations agricoles feront partie. Pour la plupart, je ne peux pas vous dire pour tous, pour le moment, ces conventions sont en cours de signature et devront mener à un plan d'action qui n'est pas encore complètement finalisé. Vous imaginez bien qu'on travaille en des temps extrêmement contraints, puisqu'on vient d'obtenir quand même cette rallonge et il faut qu'on... Voilà, donc c'est en cours de rédaction, mais sachez que ce sera ciblé sur des actions et des centres. Donc ça, c'est important pour vous parce que vous serez partie prenante, sans doute, de ce plan de redressement financier. Et si on a travaillé pour obtenir ces aides, je vous le dis sincèrement, c'est notamment pour vous. C'est notamment pour les exploitations agricoles, pour les ateliers technologiques, pour les centres hippiques et c'est aussi pour les centres de formation continue.
Donc, vraiment, tout ce qu'on considère comme étant du secteur concurrentiel qui a subi de plein fouet cette crise. Mais évidemment, les lycées sont impactés parce qu'il y a des pertes de recettes plus importantes, et je dirais qu'elles sont plus importantes même qu'au niveau de l'éducation nationale, puisque nous avons quand même un taux de 60% d'internes, et effectivement, ça fait des chutes de recettes qui sont quand même plus importantes qu'à l'éducation nationale, où ce taux est de 5 ou 6%. Donc, vous voyez la liste des établissements aidés. Donc, vous voyez les Plevpas de Belleville, Brioude, Chambéry, Sibins, Clermont-Ferrand, Contamine, Durda, La Roche-sur-Foron, Montbrison, Précieux, Roanne, Chervé, Yssingeaux, Fontaine-Sud-Bourgogne, La Barotte, Mâcon-d'Availlé, Tournu, Châteaulin, Guingamp, Chartres, Tourfondette, Château-Salin, la Meuse, les Plevpas de Meurthe-et-Moselle, Guadeloupe, Guyane, Amiens, Douai, Haute-Somme, Thiérache, Croix-Rivaille, le Robert donc pour la Martinique, Alençon, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Bazas, Limoges, Montmorillon, Poitiers-Venoux, Thuré, Carcassonne, Figeac, les Plevpas de la Lozère, Mirande, Nîmes, Saint-Gaudens, Tarbes, Toulouse, Vic-en-Vigor, Tarn-et-Garonne, Angers-le-Frêne, Brest-les-Pins, Château-Gontier, La Roche-sur-Yon, Laval, Luçon-Pétré, Antibes, Carpentras. Et puis, si nous descendons, non, c'est bon, on a fini. Donc, on arrive à un montant global, comme vous le voyez, de près de 7 millions d'euros. À côté, vous avez les montants d'aide qui sont accordés, qui vont être versés d'ici la fin de l'année. En tout cas, on s'active pour le faire auprès des services de l'ACBCM. Je sais que les autorités académiques, en tout cas, sont prêtes à verser les aides. Elles sont sur les starting blocks, mais on attend le visa final de l'ACBCM. Voilà. Merci pour cette intervention, certes plus longue, mais elle était plus qu'importante. Vous avez fait des cadeaux de Noël pour certains d'entre eux, peut-être pas pour tous, mais c'est déjà pas mal. On a commencé par les 4 saisons de Vivaldi, après on a eu un solo de Madame Schmittlin, et alors c'était une partition plutôt contemporaine. Tout de suite, c'est une partition aléatoire. J'espère qu'on s'en est bien sorti. Je propose qu'on prenne… Pascal. Je propose qu'on prenne 15 minutes de… Pascal, juste… bon, ça résonne. Tu peux baisser, Dominique. C'était juste, on parlait de cadeaux de Noël et dans les chats, en fait. Alors, je ne sais pas à quel moment ça peut être traité, mais les DEA, DAT se posaient la question des primes Covid. Et il faudra que quelqu'un puisse y répondre. C'est un sujet enfin, voilà, on m'a adressé des remarques là-dessus et puis je vois que dans le chat, ça figure. Donc, est-ce que Isabelle le fera après la pause ou est-ce qu'il vaut mieux le faire quand même? Parce que je pense que c'est important de répondre à ça. Alors, sur les primes Covid, vraiment là, c'est pour le coup, ça relève vraiment du SG et du SRH. Nous, des GER, on n'a pas du tout été mis dans la boucle des critères, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment le cas, des critères qui ont été établis pour verser la prime Covid. C'est quelque chose qui a été piloté par le SG. Et ce qui avait été retenu de mémoire pour le versement de cette prime Covid, c'était le pilotage de la gestion de la crise qui devait être prise en compte et puis la gestion tout court de ceux qui ont dû concrètement gérer cette crise. Alors après, c'est un choix qui relevait de chaque autorité académique. Donc, tout le monde n'a pas fait le même choix au sein des autorités académiques. Et sincèrement, là, sur le sujet, ça va être compliqué pour moi de répondre. Et je crois qu'effectivement, ça n'a pas forcément, et c'est logique, je veux dire, c'est un choix de l'autorité académique. Cette doctrine de versement des primes Covid n'a pas été homogène sur le territoire. Voilà. Et en plus, de mémoire, il y avait très peu de primes par établissement. Enfin, je ne sais plus, mais il y avait une moyenne qui avait été posée. Voilà. Donc, qui était assez faible. On a vu ça plutôt d'un mauvais œil, nous. On s'est dit, ça va faire que des mécontents. Voilà ce qu'on s'est dit, nous, à la DGER. Et c'est vrai qu'il y a des mécontents et on peut le comprendre.
Voilà. Mais de même que je vois qu'il y en a qui sont à moitié contents des aides qu'on a pu obtenir sur cette fin de gestion, mais sincèrement, si vous saviez l'énergie qu'on a mis en œuvre pour l'obtenir, et ici, on y travaille quasiment jour et nuit, donc je vous assure que c'est du très très lourd pour nous. Défendre ça auprès de la direction du budget, ça a été très compliqué. Et voilà, donc sur ce coup-là, on a fait vraiment le maximum. Sachez que de toute façon, on va suivre la situation financière des établissements tout au long de l'année, parce que je vois qu'il y a une question qui a été posée. Sur la prime Covid, là, honnêtement, j'ai pas la prime Covid, je ne suis pas. Là, je viens de vous dire, c'est vraiment SG-SRH. Non, je parle des aides aux établissements en difficulté financière. Sur les aides aux établissements en difficulté financière, avoir obtenu ces montants-là, ça a été dur. Hein. Voilà. Merci pour cette précision. On est content de l'avoir fait quand même, parce qu'on estime que c'était indispensable. Merci Isabelle, je pense, pour les efforts qui ont été développés par ODC dans cette période de crise pour ce soutien financier. On l'avait évoqué plusieurs fois sur les différents dossiers, sur les aspects chômage partiel et sur les aspects aussi maintenant accompagnement. Je pense que c'est important aussi de bien veiller à ce que les aides qui soient fléchées vers les établissements aillent bien vers les centres concernés. Oui, voilà, tout à fait. Par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que sur la prime Covid versée au personnel et de direction des établissements, eh bien oui, il y a quand même beaucoup de mécontentement parce que cette prime le versement a beaucoup manqué de transparence. Et ensuite, puisqu'il y a 40% des personnes à peu près qui n'étaient pas informées de l'existence de cette prime, et en tout cas, par rapport au sondage qu'on a réalisé, nous, c'est seulement un directeur d'exploitation sur 2 qui l'aurait touché. D'accord. Merci pour cette précision, Jean-Pierre. Je crois que sincèrement, il faut respecter le temps de pause à un moment, c'est long, et je dis visio. Je vous propose qu'on reprenne le tout, et c'est toi qui prendras la parole d'ailleurs, Jean-Pierre, à 11h35. Bon, merci. Donc, on peut passer, donc voilà, donc le retour d'expérience Covid, donc suite à l'enquête que nous avons administrée. Donc, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Donc, ce que je voulais vous annoncer, donc les modalités de l'enquête, donc elle a été administrée en ligne via un lien, donc comme support un questionnaire Google. C'est vrai qu'on a envoyé ce lien juste avant le changement de messagerie. Donc, il était sur First Class. Et donc, on a dû basculer le week-end qui a suivi. On l'avait lancé dans la semaine précédente, donc le 15 octobre exactement. Donc, merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de répondre à ce questionnaire. On a recueilli 58 réponses. Alors, ces réponses, eh bien, donc, elles ont été analysées. Et donc, ici, ce qui est présenté, ce sont les résultats donc, en effectif et non pas en pourcentage, on pourra l'évoquer. Donc, pour les réponses fermées, quand il y avait plusieurs choix. Et pour les questions ouvertes, eh bien, la représentation qui est faite de la synthèse des questions, c'est l'utilisation de la technique des nuages de mots, donc, pour les questions qui demandaient donc une réponse libre. Voilà. Donc, première question, c'était pendant le confinement, est-ce que votre centre technique a eu un fonctionnement normal, perturbé, dégradé, voire stoppé? Eh bien, on voit que, mis à part 40% environ, un peu plus de 20 exploitations, donc considéraient avoir un fonctionnement normal. Tous les autres centres techniques ont eu un fonctionnement donc perturbé, donc dégradé, voire stoppé. Donc cette perturbation, voire cet arrêt de fonctionnement a bien sûr des conséquences, on l'a évoqué un peu tout à l'heure avec Isabelle de Franqueville, et bien sur le chiffre d'affaires. Donc, diapositive suivante. Donc, les pertes de chiffre d'affaires qui ont été signalées au niveau de signalées donc par les répondants au questionnaire, moins de 10% du CA pour plus de 20% à 40%. La grande majorité, c'est une perte de chiffre d'affaires comprise entre 10 et 30%. Et pour des structures de taille peut-être un peu plus modeste, en règle générale, on avait des pertes de chiffre d'affaires qui pouvaient dépasser 50%. Donc, excuse-moi Jean-Pierre, est-ce que tu te réfères à un document parce qu'il n'y a plus de PowerPoint pour l'instant? Est-ce normal, Catherine, tout ça? Est-ce que tu te reportais à ce document parce que là, il est plus visible, au moins ce qui me concerne. On le voit, Pascal. Ah bon, c'est moi qui ai dû bouger quelque chose. Ok, j'ai rien dit. On le voit, voilà.
Donc, une perte de chiffre d'affaires. Donc, les pertes les plus importantes touchent donc les structures les plus modestes. Hein, voilà, en termes de budget, donc en termes de chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi à noter, hein, donc sur le chiffre d'affaires, on a eu quelques évolutions parce que dans certains ateliers, dans certaines exploitations ateliers, on pouvait avoir donc des branches, des secteurs qui, eux, ont développé un peu plus d'activité avec des légères augmentations. Dans tous les cas, ces augmentations, elles étaient limitées à 10% du chiffre d'affaires. Qui a été, en tout cas, voilà, répondu. Concernant le personnel, est-ce qu'il y a eu des mesures particulières qui ont été prises pour le personnel? Je parle bien en termes plutôt d'organisation. Eh bien, donc, on a un peu plus, donc une quarantaine de pourcents donc, des exploitations où donc il n'y a pas eu de mesures spécifiques. Par contre, on a eu donc la mise en œuvre de télétravail, donc pour 10, qui fait à peu près 20%. La même chose pour le chômage partiel. Il a fallu réadapter, réorganiser le travail aussi pour un autre à peu près 50, toujours un peu moins de 20%. Et puis enfin, on a quelques cas qui ont fait appel ou à la mobilisation de congés payés ou alors donc à l'attribution d'heures supplémentaires pour combler donc la variation d'activité, en tout cas au niveau de pendant cette période. Alors par rapport aux salariés, puisqu'on a parlé de prime Covid, voilà, donc sur la prime Covid pour les salariés du centre, donc on a un peu plus de 20 exploitations où la prime Covid a été votée pour les salariés du centre, contre 35, voilà, un peu plus de 35 exploitations sur 58, donc, où donc il n'y a pas eu de prime votée pour les salariés du centre technique. Alors, est-ce qu'ensuite, après cette période Covid, est-ce qu'après le confinement et donc avec le déconfinement, est-ce que l'activité donc a repris? Eh bien, on a une activité qui majoritairement a repris, mais malgré tout, on a quand même des séquelles et des restes sur des exploitations, donc à peu près 10% des exploitations ou ateliers technologiques qui continuent donc à subir une diminution d'activité, donc même après donc le déconfinement. Quelle perspective voyez-vous donc au niveau donc pour les marchés? Donc ça c'est une question, donc un ressenti hein, par les directeurs de centre de leur activité. Eh bien, on a donc environ 40% qui voient plutôt donc une activité qui va aller à la baisse, soit en termes de volume, soit en termes de valeur, en termes des productions qui sont réalisées. Donc une vision pas très optimiste, on va dire, en tout cas de l'avenir, au moins à court terme, sur ces centres techniques. Voilà, donc ça c'était un petit peu la première partie de cette présentation, c'était des questions qui touchaient plutôt les centres. On l'a évoqué tout à l'heure, donc avec l'impact sur les centres techniques. Maintenant, des questions qui concernent plus particulièrement donc, les directeurs d'exploitation et d'ateliers. Donc, pendant le confinement, donc, la question posée était, avez-vous eu personnellement donc, un accroissement de travail, donc surtout en production, un accroissement de travail pour une autre raison, en commercialisation, une quantité de travail similaire, voire une diminution, notamment quand il y avait notamment des arrêts. Et on voit que la très grande majorité, ça fait quasiment 80% donc, des directeurs d'exploitation et d'ateliers technologiques ont dû, pendant cette période de confinement, eh bien, faire face à un surcroît de travail. Hein. Soit pour la production, dans la grande majorité des cas, pour quelquefois donc, pour pallier à l'absence de personnel de l'exploitation, bien souvent, ou pour mettre en place donc d'autres modalités de commercialisation, notamment par rapport à l'accroissement de travail et commercialisation. Donc, on a eu beaucoup d'applications et donc la surcharge de travail pour d'autres raisons, eh bien, c'est notamment tout ce qui est gestion des ressources humaines, réadaptation, obligé de réorganiser tout le travail donc, au niveau de l'exploitation ou de l'atelier. Donc, qui a conduit donc à un surcroît de travail notable pendant cette période de confinement. Alors, est-ce que ce surcroît de travail, eh bien, est-ce qu'il a été partagé? Eh bien, on peut dire quand même que très majoritairement, oui, il a été partagé. Parce que donc on a senti quand même autour des directeurs d'exploitation et d'ateliers donc une solidarité qui s'est exprimée donc au sein de l'équipe de direction pour un peu plus de 30%, donc ce qui fait un peu plus de 60% donc des cas. Par contre donc on a quand même à peu près 10%, un peu plus de 10% des directeurs d'exploitation et d'ateliers qui se sont sentis très très seuls donc pendant cette période où malheureusement donc dans leur établissement
eh bien, ils n'ont pas trouvé donc, de solidarité au niveau notamment de l'équipe de direction, voire d'autres personnels. Par contre, cette solidarité-là, bien sûr, il est à noter qu'elle n'a pas fait défaut au niveau des équipes, des exploitations et des ateliers, où majoritairement, donc, tous les centres techniques ont pu compter donc, sur leurs salariés pendant cette période. Alors, comment avez-vous vécu le confinement? Donc là, les personnes avaient le choix de s'exprimer librement, et donc j'ai juste extrait donc, de toutes les citations, donc les mots-clés qui me semblaient être ceux donc cités par les personnes, hein, d'autres, si vous voulez compléter, bien sûr, on aura l'occasion. Donc, qu'est-ce qui fait également, donc qu'est-ce qui ressort? Eh bien, ce qui ressort principalement, c'est le surcroît de travail, hein, évidemment. Donc, on a un surcroît de travail qui est complété, on voit, par un sentiment d'isolement. On a vu qu'heureusement, il était quand même minoritaire, mais néanmoins, même quand on avait donc une solidarité au sein de l'équipe de direction ou avec des enseignants ou d'autres personnels, eh bien, on avait quelquefois quand même un sentiment d'isolement qui pouvait se manifester par rapport à certaines décisions ou certaines actions. Donc, on voit à peu près en tout cas, une volonté comment dire, à peu près équivalente en matière de solidarité et d'isolement. Donc, on a quelques personnes qui ont apprécié, se sont sentis donc dans un moment un peu plus calme, assez bien, en tout cas au niveau de cette période. Donc là, tous les mots ont été cités, hein, parce que 58 réponses, donc ça ne fait pas un nombre de mots extraordinairement élevé. Donc ici, même les mots cités une fois apparaissent. Hein. Donc on voit apparaître notamment les aspects aussi quand même qu'il ne faut pas masquer et éviter sur l'aspect stressant, difficile, et compliqué. Donc une période quand même dominée par le surcroît de travail. Ça veut dire que les directeurs d'exploitation et d'atelier ont fait face donc à la situation en donnant donc de leur personne. Voilà. Alors ensuite, au niveau de cette période, eh bien, est-ce que vous avez touché la prime Covid? Eh bien, on voit qu'ici, la moitié des personnes ont dit oui et la moitié des personnes ont dit non. Donc ça, c'est vraiment une analyse très simple qui a été faite. Il s'avère que parmi les personnes interrogées, en tout cas qui se sont manifestées, eh bien, la moitié ont perçu cette prime et la moitié ne l'a pas perçue. C'est quand même ce qui est à mettre au regard, notamment de l'investissement qu'on a pu voir tout à l'heure, où on a vu que 80% donc, des directeurs d'exploitation et d'ateliers avaient dû faire face à un surcroît de travail important pendant la prime Covid et que seulement 50% d'entre eux donc, ont touché cette prime. Donc, ce qui peut exprimer un certain sentiment d'insatisfaction et de mécontentement qu'on peut comprendre. Alors, est-ce que cette prime Covid, est-ce que vous le connaissiez? Donc, non. Eh bien, pour 40% des personnes, eh bien, l'existence de cette prime Covid n'était pas connue. Il montre quand même que cette gestion a été, on va dire, calamiteuse, hein, puisque d'une situation qui aurait dû être profitable, eh bien, on se retrouve ici à avoir un sentiment d'injustice qui domine. Parce que même les personnes qui l'ont perçu, eh bien, n'ont pas apprécié toujours la façon dont ça s'est déroulé. Alors aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des directeurs d'exploitation et d'atelier? Donc là encore, c'est la même technique et on voit que un mot qui apparaît quand même fort, c'est le mot bien. Donc on a quand même des gens qui ont passé cette épreuve, qui se sentent préparés pour en affronter d'autres. En tout cas, mais le mot bien qui apparaît bien au centre de l'écran ici, pour positiver, il ne doit pas masquer quand même l'ensemble de mots qui l'entourent, où on a effectivement des personnes qui se sentent quand même désabusées, découragées, démotivées, hein, qui ont besoin donc de prendre du recul, qui se sentent quelquefois honteux, notamment par rapport à la reconnaissance qu'ils ressentent en tout cas au travers, notamment de la gestion de cette prime Covid, qui aujourd'hui au niveau des directeurs d'exploitation et d'ateliers constitue quand même un élément important, en tout cas, je pense, hein, de l'état d'esprit, parce que c'est un indicateur aussi peut-être qu'il ne faudrait pas donc un indicateur qu'il ne faudrait pas comment dire dévaloriser par rapport à la reconnaissance donc des directeurs d'exploitation et d'ateliers. Donc des personnes qui se relèvent et qui effectivement sont quand même dans un état, on va dire, assez fragile aujourd'hui qu'il faut accompagner. Voilà. Donc voilà un petit peu, c'était le retour
que nous souhaitions vous faire suite donc à l'enquête qui a été administrée donc en ligne. Donc, on peut échanger par rapport aux résultats ou bien sûr prendre toutes les réactions qui sont les vôtres, puisque comme on l'a signalé, on a pu recenser aujourd'hui 58 réponses. Voilà. Merci de votre attention. Avant de donner la parole et que Espérance et Dominique regardent, hein, il y a des réactions face à ce que tu as écrit. Ton impression, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou au contraire qui t'ont renforcé dans ton point de vue au regard de ces réponses qu'il y a eu grâce à votre enquête? On a quand même des contacts assez régulièrement hein, entre nous. En tout cas, on est donc au niveau des réponses. On a obtenu dire qu'il y a eu des surprises. Je ne dirais pas vraiment, hein, que quelquefois par rapport à ce qu'on a pu connaître, puisqu'on avait beaucoup aussi de remontées du terrain. Donc, ça confirme un petit peu les impressions qu'on pouvait avoir. Donc, à savoir sur la partie donc, travail, faire face. Hein, je ne l'ai pas mentionné ici, mais les directeurs d'exploitation et d'ateliers ont également été mobilisés par le ministère pour communiquer hein, pendant cette crise, hein, au printemps, avec la réalisation de vidéos. Je pense qu'il y a eu un investissement pour montrer que le ministère de l'Agriculture et ses exploitations ont continué de fonctionner dans cette période particulière, un peu au diapason donc, de la profession. Et puis, voilà, donc sur cet épisode-là, donc au niveau des centres, nous, on a des répercussions hein, donc qu'il faut bien voir à deux niveaux, je pense, sur ces épisodes. C'est la répercussion sur les centres techniques, on l'a évoqué, par rapport aux difficultés financières. Donc, c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure à Isabelle de Franqueville, il est extrêmement important de veiller à ce que la DGER donc, cible bien les aides aux centres qui en ont besoin et que l'aide aille bien jusqu'au centre technique. Et au niveau des EPL, ne s'arrête pas dans les centres de formation, dans les lycées par exemple, parce que j'ai vu qu'au niveau des aides, ça représentait une aide, en tout cas une part très importante de l'impact financier au niveau des EPL. Et puis également donc, sur les personnels en direct, hein, donc quelquefois, où on a pu travailler aussi, ça a pu impulser à certains moments donc, des dynamiques locales ou nationales d'échange au moment de ce Covid, mais je dirais que on était beaucoup en reconnaissance sur une année compliquée et on a des personnes qui se sont majoritairement investies. Alors, on a eu quand même des problèmes, puisqu'on n'en a pas reparlé ce matin avec le SRH, il y a quand même des problèmes de rémunération pendant cette année, on a fait remonter, puisque les primes notamment ont été quand même un peu oubliées. Donc, je sais que la période Covid, c'était compliqué, mais néanmoins, je pense que ça ne peut pas tout excuser. Et qu'en plus, cette prime Covid, eh bien là, elle a été gérée d'une façon calamiteuse, en tout cas pour le moral des personnels. Tu l'as bien mentionné, certains dans le chat précisent qu'ils remercient la synthèse que tu as fait. Tu as fait référence aussi aux virgules vidéo qui ont été faites. Nous qui étions à la DGER, je peux assurer que c'était toujours plaisant de découvrir ce que les uns et les autres ont réussi à faire en quelques minutes, préciser comment ils s'étaient adaptés. J'ai juste envie de faire une remarque. Je trouve qu'il y a une très belle solidarité entre tous les directeurs d'exploitation et d'ateliers techno. Et je veux le souligner parce que chacun est aux quatre coins de France et on sent quand même à travers les canaux de la visio de l'amitié, de l'affection et de l'engagement de la part de chacun. Donc ça, moi, ça me touche toujours et donc je voulais le souligner. Alors, ce qui est important, c'est vrai que dans ces périodes, on a besoin d'échanger. Bon, aujourd'hui, on a eu donc la disparition donc, des confs First Class. Hein. Donc, on va peut-être retrouver des espaces, en tout cas, de partage, a priori. Néanmoins, l'association, je voulais profiter de ce temps-là pour signaler que l'association a mis en place un forum, déjà, pour pouvoir échanger avec différents thèmes. Donc, je vais laisser la parole à Thomas, si vous le permettez, qui peut présenter un petit peu ces modalités, puisque j'ai vu que ça faisait partie un peu des questions posées. Tu as raison, si ça peut donner des précisions et aider à chacun de mieux se connaître et mieux travailler. Et j'en profite pour rappeler à Espérance et Dominique qu'ils repèrent les questions qui s'adresseraient plutôt au service à Fanny Bouchy ou à Madame Philippou Le Père. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, Thomas. Ouais. Juste un petit mot, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer dans
dans le chat. Très vite, hein, on a travaillé sur la mise en place d'un forum, alors qui est pour l'instant pas beaucoup utilisé, mais qui a besoin de votre présence et votre implication à tous pour fonctionner et vivre. Je vais vous faire passer dans les minutes qui suivent l'adresse du forum sur le chat pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès au mail qu'on a envoyé avant la disparition de First Class. Et donc, il ne faudra pas hésiter à vous inscrire sur cet espace. Vous recevrez une confirmation des administrateurs du forum et ensuite, vous pourrez consulter les messages postés de manière complètement libre, hein, puisque ça fonctionne sur le principe d'une inscription préalable et on ne sera qu'entre pairs sur ce forum, en tout cas dans l'immédiat. Jean-Pierre? Pascal, juste une information, toute la collectivité de travail va passer sous Rezana, en fait, dans les jours à venir, hein. Alors, Rezana, moi, je ne connais pas bien, mais il y aura des tutoriels, il y aura la possibilité de recréer des conférences, de travailler avec des dossiers, des listes de diffusion, etc. C'est ce qui, a priori, va remplacer nos confs Mélagri. Enfin, Educagri, pardon. Merci pour cette précision. Jean-Pierre, est-ce que tu as des choses à ajouter à ce que vient de dire Thomas? Non, ça va? Non, c'est très bien. C'est Thomas qui a œuvré pour la mise en place de ce forum. C'est vraiment lui le mieux placé pour ça. Et c'est vous qui avez œuvré pour que cette journée puisse se faire et que c'était une demande assez forte, entre autres, de votre association. Du coup, je propose à Espérance et Dominique, qui ont peut-être repéré de nouvelles questions qui s'adressent plutôt à EDC, puisque c'était prévu comme cela, à moins qu'il n'y en ait pas forcément besoin. Dominique, Espérance. Oui. Pascal, donc j'ai repéré quelques questions. On t'entend bien, c'est bien Dominique. Oui. Concernant Alexia, il y a 3 questions qui sont revenues. La première, c'est de savoir si la refonte du site était soumise à consultation des personnes concernées. J'ai repéré cette question. Donc, pour vous rassurer, je dirais, il y a un groupe de travail qui est en place dans lequel il y a 2 DEA, c'est François Humeau et Jean-Luc Grassa. Et à l'occasion, donc quand même un peu une représentation des ateliers technologiques, il y a eu des consultations, voire un groupe de travail qui s'est réuni plutôt autour de Dijon pour des raisons de facilité. Il y a de l'écho. À l'époque où on pouvait encore se déplacer, notamment sur Galexia. Donc, Dominique, de travail. Dominique, écoute-moi. Il y a de l'écho à nouveau entre vous deux. Donc, c'est assez déplaisant donc, pour les gens d'écouter. Et j'en profite pour dire, pendant que tu réponds sur Alexia, est-ce que vous avez repéré des questions qui s'adressent entre autres à Fanny? Comme ça, ils ont le temps de s'y préparer. Oui, c'est bien que tu puisses donner des précisions sur Alexia. Et du coup, si tu as repéré des choses que Fanny et Mme Le Père peut peut-être remarquer ou se préparer à des réponses. Écoute, Pascal, là, j'ai raté ce que tu m'as dit. J'étais en train de répondre à 3 questions concernant Alexia, mais toi, tu souhaites… Je dis qu'en amont, pendant que tu réponds aux questions, c'était bien, tu pouvais préparer des questions, les préciser à Fanny. Comme ça, elles peuvent se prêter s'il y avait des choses autres que Alexia. Alors, attends, Bon, regarde Espérance et toi, Dominique, continue. Merci. Alors, donc je disais, il y a une consultation qui est faite, heureusement, avec un certain nombre de vos représentants pour que le réalisme de la du site soit réellement présent. Le toilettage de la base, elle est faite aussi par Hervé. Dominique, c'est extrêmement déplaisant, ça rebondit. Vous avez à nouveau de l'écho et c'est très désagréable. Moi, j'ai tout coupé. Bon, ben, je comprends rien. Voilà, maintenant c'est bon. Quant aux transparences sur les critères de prime, je laisserai Fanny plutôt répondre à cette question. Il y a effectivement un travail de l'inspection pour classer les exploitations et les ateliers en fonction de leur activité, mais quant aux critères de classification,
c'est pas trop moi qui peux répondre. Fanny, ton micro, c'est bien. Bon, alors merci. Oui, alors pour revenir sur donc, le classement donc, qui a été publié en 2020, donc c'est la première fois que ces critères de classement étaient appliqués. Ils avaient été travaillés en GT, là, en groupe interne, avec des membres donc, de l'association, des représentants du CTEA et de l'inspection de l'enseignement agricole. Donc sur la base d'un rétex qui avait eu lieu sur l'ancien classement, il avait été décidé de faire évoluer ces critères. Donc il y a eu plusieurs groupes de travail. Je n'étais pas là à l'époque, mais en tout cas, les critères qui ont été utilisés ont été discutés dans le cadre d'un format GT-CTEA, donc dans un cadre très formel, où il y avait également des représentants de l'association des DEA et bien sûr les inspecteurs en charge des exploitations et des ateliers technologiques. Et pour être dans une transparence comme nous l'avons fait pour le classement des EPLETFA, au-delà de publier l'arrêté de classement qui avait été établi, nous avons fait la publication en parallèle d'une note de service qui précisait donc les critères qui ont été utilisés pour élaborer ce classement. Donc je tiens à le dire que c'était quelque chose de nouveau et on était vraiment dans un objectif de transparence. Donc ça c'est la première des choses. Je tiens aussi à souligner que ce classement a pu être fait je dirais, dans de bonnes conditions. Alors, ça ne présage pas de la suite, bien entendu, mais on avait des bases complètes. Les données Alexia pour la mise en œuvre du classement étaient complètes, ce qui a permis, alors, complète et validée au niveau des DEA et du directeur d'établissement et du chef de SRFD, modulo 1 ou 2 exploitations, mais qui venaient d'être créées. Et donc, on a pu partir de bases complètes. Alors, je sais très bien la situation des DEA-DAT quant au remplissage d'Alexia. Enfin, voilà, ce n'est pas un sujet que je veux ouvrir aujourd'hui avec vous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il serait extrêmement pénalisant pour un centre de ne pas avoir les éléments dans la base Alexia, puisque les extractions que nous utilisons, en fait, s'il n'y a pas de données, ça met un 0 dans la case et ça veut dire qu'en gros, dans le classement, l'exploitation va être pénalisée. Donc, nous allons donc ouvrir, comme l'a dit Isabelle de Franqueville, un GT donc, à la façon donc, de ce qui avait été fait il y a quelques années pour faire un rétex de ce classement parce que vous avez repéré des choses, nous avons également repéré des choses, et donc en toute transparence, je pense qu'il faut qu'on échange et qu'on essaye de pouvoir faire évoluer dans la mesure du possible ce qui peut être modifiable. Donc ce groupe de travail, il est programmé sur le premier trimestre 2021, et on sera sur un format que j'ai cité précédemment. Donc, les directeurs d'ateliers et d'exploitation seront associés, bien entendu, ainsi que les chefs de SRFD, les chefs d'établissement et les membres du CNIA. Du CTEA, pardon. Du CTEA. Et l'inspection qui travaille de concert. Je pense que c'est important aussi de se dire que EDC, le bureau nous réalise sur la base de vos données Alexia, donc un projet de classement, et ensuite tout ça est regardé avec l'inspection qui connaît très bien les situations des différentes exploitations et ateliers. Donc voilà, c'est pas juste BEMOP, nous on est une petite cheville ouvrière, on prépare les données et ensuite il y a vraiment un travail interne de concertation. Voilà. Je me permets juste d'apporter une petite précision. À ma connaissance, l'association n'a pas été associée à la réflexion sur le classement. Sur l'ancien GT? Oui, non. Bon, je n'étais pas là et donc vous serez associé, bien entendu, au GT du premier trimestre et ça, c'est dans la feuille de route, bien entendu. Mais vous aviez des représentants, malgré tout, directeurs d'exploitation et d'atelier, j'en suis convaincue, mais voilà, je pense qu'il faut
il faut faire les choses comme on l'a fait depuis 4-5 ans, notamment avec l'association et d'autres DEA. Et je pense que l'idée, c'est vraiment qu'on aille vers le... voilà, qu'on soit dans une idée de progression. Et donc, toutes les bonnes propositions seront regardées. Et donc, avec un collège assez large, de façon à ce que ça puisse être discuté de façon pertinente. Espérance, Dominique, vous avez repéré quelque chose en retour? Je suis pas experte du sujet, donc des fois les questions sont pas évidentes à repérer, mais je sais pas, par exemple, je lis en septembre 2019 une note de service concernant la revalorisation des salaires des contractuels de plus de 3 ans est sortie. Il n'y en a pas eu cette année. Est-ce un retard? Est-ce qu'on a répondu à cette question ou pas? Voilà, je la retrouve, je l'ai surlignée. Donc, voilà. Après, mobilité faite après 6 années de direction en poste depuis le 1er septembre, où je n'ai à ce jour pas d'arrêté de nomination et pas d'info RIFSEP. Je ne sais pas non plus si ça a été répondu. Quid des personnes sous le nouveau statut en poste depuis plus de 8 ans? Procédure de détachement PLPA, PCEA dans les corps d'IAE. C'est une question. Ça fait beaucoup de choses, il faudrait les regrouper. Là, déjà, pour la première question, est-ce que, parce que sinon, je me mets à la place de la pauvre, c'est difficile à Fanny. Fanny, peut-être. Oui. Alors, Jean-Pierre, peut-être que ça a été répondu. Hein. Donc, sur la revalorisation des contractuels, la note de service est parue. D'accord. Et concernant le RIFSEP, notamment du statut d'emploi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à M. Montesinos, c'est que beaucoup de gens ne l'ont pas choisi parce qu'ils l'ignoraient. C'était difficile de se prononcer pour aller dans un statut dont on ignorait encore les modalités exactes de rémunération. Mais et ce statut RIFSEP, et à ce jour, à ma connaissance, eh bien, le RIFSEP n'est pas encore établi pour le statut d'emploi, puisque si on a eu la présence ce matin d'Isabelle Lefranguy, notamment, et Cédric Montesinos, qui au départ ne devait pas être là, je pense que c'est parce qu'il y avait au départ un GT sur ce travail-là, qui a été annulé. Voilà. Fanny, tu veux ajouter quelque chose? Et puis, je demande toujours pareil à Dominique et Espérance de repérer et de regrouper des questions qui sont dans le même monde. Là, sur les limites de l'articulation, je pense que c'est pas forcément satisfaisant quand on est en poste, ce genre de réponse, je l'entends. Mais effectivement, il y a bien une dichotomie entre la DGER, le bureau BMOP, SDEDC qui gère un certain nombre de dossiers en lien, bien entendu, avec les personnels dont font partie des DEA-DAP. Et toutes les questions là qui sont remontées, on est bien sur des problématiques SRH et c'était vraiment le sens de la présentation de Cédric Montesinos. Et dans les questions que tu as évoquées, Pascal, le détachement sur le corps notamment des IAE, des choses comme ça, ce sont des choses qu'on a traitées effectivement dans le cadre du plan d'action avec le SRH. Les personnes ressources sur ce genre de choses, alors je vais un peu au-delà de ma casquette de GR pour le coup, mais on est vraiment sur de la relation à l'IGAPS, sur des démarches en fait de personnes, d'agents qui vont solliciter l'IGAPS dans le cadre d'un entretien au moment du passage dans l'établissement pour voir si l'agent, si l'IGAPS ne vient pas, mais en tout cas le solliciter, son IGAPS référent, pour étudier les possibilités d'un détachement d'un corps des IAE si on est donc PLP ou PCE. J'essaye de répondre de façon assez pragmatique, mais voilà un petit peu sur ce que je peux vous dire. Après, je n'avancerai pas plus sur les sujets du SRH. Merci. Alors, c'est vrai qu'effectivement, un certain nombre de questions sont plutôt SRH. Moi, je les ai prises en note. C'est quelque chose que voilà, qu'on peut aussi répondre après coup. S'il y avait une autre question qui est peut-être plus ouverte, là, c'est est-ce qu'un nouveau point sera fait fin décembre sur les pertes financières Covid? Donc ça, est-ce que c'est plutôt côté des GER qu'un point sera fait? Oui. Alors, en tout cas, ce qui sera, je ne sais pas si une enquête est prévue ou pas sur ce sujet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on suivra attentivement
l'aide et les établissements qui ont bénéficié de cette aide, donc plutôt là sur l'année 2021. Effectivement, et donc on s'intéressera certainement aussi aux résultats de l'année 2020, bien entendu, à la lecture donc, de cette attribution d'aide exceptionnelle qui aura été faite au niveau des EPF. Dominique Espérance, est-ce que vous voyez d'autres questions qui sont dans le chat que vous avez envie de mettre en avant? Il y en a plusieurs qui passent, c'est vrai. Ça peut être… Pardon. Parce que donc, vous avez entendu et vous avez contribué très certainement à ces enquêtes qui sont très nombreuses. On a donc vous dire qu'on essaye de limiter au maximum. On sait très bien la charge de travail qui est la vôtre. Et c'est vrai que les deux enquêtes, en tout cas, qui ont été diligentées pour plus l'enquête complémentaire de la d'octobre, pour obtenir cette aide au niveau de la direction du budget, voilà, on essaye de limiter. Les équipes de direction ont plein d'enquêtes à remplir sur le télétravail, sur les cas Covid, sur les cas contacts. Enfin, voilà, il y a un gros problème sur le nombre d'enquêtes, on en a bien conscience. Mais malgré tout, donc on essaye de limiter au strict minimum. Ça, je pense que c'est important aussi de vous le dire parce que vous êtes sollicités, j'imagine, dans vos établissements respectifs. Et voilà, alors c'est un sujet plus large que l'enquête surcoût Covid, Espérance. Mais je pense que c'est aussi de vous dire que sur ces enquêtes, dans cette situation actuelle, en tout cas, on essaye de limiter au strict minimum. Voilà. Après, moi, je relèverais des états d'âme, en fait. Ce qui est dur, c'est qu'en cas de déclassement de l'exploitation, on n'a pas d'informations sur le motif. Et oui, ça, c'est important quand même, de savoir pourquoi. Nommé depuis le 1er septembre, après 30 ans d'enseignement, je n'ai pas de nomination et encore moins comment, je ne sais pas comment sera mon salaire. Voilà, il y a des fois du désarroi. Ouais. C'est vrai que, alors, on a passé très rapidement sur le plan d'action, le bilan qu'on en a fait, et c'est ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on a, même si une majorité des actions telles qu'elles étaient inscrites initialement ont pu être traitées, on n'a pas arrêté le plan d'action, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a encore des besoins. Le comité de suivi qui se réunit traditionnellement les 2 fois par an donc va être réuni en 2021 et je pense que c'est aussi sur l'axe carrière, parcours de carrière, qu'il y aura peut-être des évolutions avec des inscriptions d'actions, je dirais, qui pourront être discutées au sein du comité de suivi pour essayer de progresser. Je pense que les premières actions, c'est une première brique. Vous êtes dans des constats, je ne veux pas vous cacher qu'on a des réflexions également avec les directeurs de centres CFA, CFPPA, qui ont des points communs avec ce qui sont évoqués. Et donc, voilà, je pense que se dire que le plan d'action n'est pas fini, qu'on peut réinscrire ce qui nous semble pertinent collégialement et de voir comment on peut avancer. Je pense que personne n'est contre, que ce soit au niveau de la DGER et du SRH. Voilà. Alors, c'est vrai que sur le plan d'action, il y a des choses qui ont été reportées, notamment, je crois, des dispositions qui faisaient référence à une circulaire qui est peut-être compliquée à gérer, qui doit l'être au niveau européen, et notamment qui touche tout ce qui est obligation de service, permanence, etc. Je pense que c'est bien. Et organisation, donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui, ce serait intéressant qu'ils soient repris. Et puis également, ce qu'on avait évoqué aussi, la question qui avait été posée, je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez donc le profil des directeurs d'exploitation et d'ateliers en poste à la rentrée de septembre, habituellement pour savoir un petit peu quelle en était la représentation par corps, par statut. Alors, je vais répondre aux deux, si Jean-Pierre, si c'est possible. Comment? Je vais répondre aux deux phases de l'intervention. La première, donc cette fameuse note de service qui cadre en fait les astreintes de sécurité et permanence administrative, donc avait été inscrite comme une action dans le cadre du plan d'action en faveur des DEA-DAT.
Or, c'est une circulaire qui englobe d'autres personnels que les DEA, DAT. Donc, on avait réfléchi à l'époque, et je m'en étais ouverte à vous, sur un petit peu comment réfléchir pour pouvoir essayer de tenir cette action sans impacter les autres corps, enfin les autres corps de directeurs et les autres personnels administratifs. Et en fait, c'est hyper complexe. Donc, cette note de service, elle est de 2001. C'est une note de service donc, intercatégorielle qui touche à différents aspects, administratifs et sécurité. Et la conclusion sur laquelle on en est arrivé, c'est qu'il faut y retravailler. Alors, bien entendu, vous imaginez qu'un document de ce type n'est pas juste travaillé au niveau des bureaux, et ça fait l'objet d'un travail avec l'inspection et également un dialogue social extrêmement fort pour les écritures de cette note. Donc, c'est dans le radar de la DGER, mais pour le moment, nous n'avons pas inscrit l'action à ce stade au niveau de EDC, et en tout cas, on en a encore parlé pas plus tard que la semaine dernière. Donc, ça fait partie des sujets de vigilance. Et à tout vous dire, elle est de 2001, elle doit être réactualisée. On a encore la mention notamment des personnels qui ont été transférés aux régions. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui ne sont plus du tout d'actualité. Et sur cette circulaire, je pense qu'il faudra, en tout cas c'est une de nos préoccupations, je pense qu'il faudrait être très clair sur, parce qu'il y a beaucoup de confusion, je pense, dans les pratiques locales entre la permanence administrative et l'astreinte de sécurité. Donc ça, c'est la première des choses, en tout cas de façon très générale, quand on a une vision macro. Et le point, et c'est ce point-là, à mon avis, d'achoppement qui est au niveau local, c'est l'organisation qui est décidée par le chef d'établissement en concertation avec son équipe de direction sur le rôle que va avoir un DEA ou un DAT dans le cadre des permanences de sécurité, notamment pendant la présence des apprenants en semaine. Donc ça, c'est des sujets qu'on a bien en tête, qui sont repérés à notre niveau, mais je dirais qu'il y a une partie qui est plus à notre main au niveau national, mais il reste une partie décision locale et décision d'équipe de direction, de négociation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jean-Pierre, le deuxième sujet, c'était quoi? Ton micro, Jean-Pierre. Donc c'était le profil des directeurs d'exploitation et d'ateliers en poste. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas à mon niveau, mais on vous fera un retour sur au prochain comité de suivi, donc au printemps, en général, on se retrouve au printemps, sur la rentrée scolaire photographie par rapport donc à photographie de la rentrée scolaire 2020, comme on le fait tous les ans. Voilà. Patrick Lisée, moi je peux vous faire quand même un point par rapport aux chiffres qu'on a, si vous le souhaitez, si tu le souhaites, Fanny. Eh bien, écoute, oui, bien sûr. Tu peux faire le plein, Patrick, mais on respectera le fait d'arrêter à 12h30. Il y en a qui ont une vie privée, etc. J'en ai pour peu de temps. Le temps de voir si elle veut se remettre. J'en ai pour peu de temps. Simplement, peut-être, nous on a un comparatif là 2012-2020. Si on regarde déjà les contractuels, on passe entre 2012 et 2020 de 10 à 31% sur les contractuels. Donc une progression quand même significative. Après, si on regarde effectivement au sein des titulaires, la répartition entre les différents corps. En IAE, on était à 30% en 2012, on est à 33% en 2020, donc une certaine stabilité. Les IPEF, on est sur une stabilité aussi, donc puisqu'on passe de 2 à 3%, ce n'est pas significatif. Là où effectivement on constate une diminution très très sensible, c'est sur les PLP. Mais bon, de toute façon, l'impact de la non-ouverture de concours là est significatif, puisqu'on passe de 45% de PLP en 2012 à 24% en 2020. Et on voit bien, de toute façon, la bascule qui se fait avec les contractuels.
Et les PCEA, on va dire stable un petit peu à la baisse, puisqu'on passe de 8 à 6%. Alors, je vous fais grâce des effectifs, hein, mais simplement pour qu'on ait en tête les ratios et notamment cette bascule qui s'opère entre les PLP et les contractuels. Merci, ces précisions, Patrick. Est-ce que toi, Fanny, tu as 2-3 choses à ajouter? Pas sur la cartographie, hein, on reprend un petit temps au prochain comité de suivi sur la cartographie de la rentrée 2020, mais sur les éléments sur lesquels on a échangé jusqu'à présent, je n'ai pas de complément à apporter à mon niveau. Je tiens à remercier les uns les autres d'être intervenus ce matin, entre autres Fanny, là pour le dernier. Nous nous retrouvons à 14 h et Dominique nous rappellera le programme. On commencera de toute façon par Bénédicte Herbinet, la sous-directrice pour l'enseignement, pour la recherche et l'innovation. Donc venez à 14 h au plus tard. Merci encore de votre attention et c'est Jean-Charles Cateau, que certains connaissent déjà bien parce qu'il a animé 2 rencontres, qui assurera tout le planning. Bon appétit à tous. Bon, merci Pascal, en tout cas pour cette matinée et à tous les intervenants. Je voulais juste revenir sur une question à laquelle j'ai apporté une mauvaise réponse. Effectivement, la note de service sur la revalorisation des contractuels concerne les contractuels dans les établissements publics, sauf les contractuels avec des missions d'enseignement et de direction de centre. Donc la revalorisation sur les contractuels directeurs de centre, la note de service n'est pas parue. Merci. Voilà, excusez-moi, j'ai vérifié. Merci Jean-Pierre. À tout à l'heure à 14 h. Bon appétit à tous. Au revoir.